Je vais vous présenter aujourd'hui, chers téléspectateurs, un livre qui m'apparaît de la plus haute importance. Il s'agit de L'épée et le cimetière, un livre de Raymond Ibrahim, sous-titré 14 siècles de guerre entre l'islam et l'Occident. Et ce livre, il est publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, ce livre s'intitule, je l'ai dit, L'épée et le cimetière. Il aurait pu s'intituler La croix et le croissant également. Et il revient sur la confrontation historique dans la longue durée entre le monde musulman et l'Occident. Ce livre, il est dû à un universitaire américain, Jacques Ibrahim, qui est un professeur d'université, un philologue spécialiste de la langue arabe, qui nous rappelle un petit peu le travail effectué par Séraphin Fanroul à propos du mythe d'Al-Andalus, un spécialiste donc du monde arabe et qui se penche en allant aux sources sur cette question fondamentale des relations conflictuelles entre l'islam et l'Occident. Alors, la méthode utilisée, bien sûr, c'est la méthode historique, mais l'auteur s'est arrêté sur 8 épisodes de la longue histoire de ces relations entre l'Occident et l'islam. 8 épisodes, 8 batailles, 8 affrontements. 4 correspondent à une victoire musulmane, 4 autres à une victoire occidentale. Du côté des musulmans, la victoire de Yarmouk, qui va permettre la conquête de la Syrie au 7e siècle, victoire contre les forces byzantines. Du côté des musulmans, toujours la victoire de Manzikert en 1071, quand les Turcs arrivés d'Asie centrale vont balayer les forces byzantines, donc à la fin du XIe siècle. Toujours victoire musulmane, la victoire de Hattin, qu'on appelle aussi la victoire de Tibériade. Nous sommes à la fin du XIIe siècle, en 1190, à l'époque des croisades. Et puis enfin, en 1453, la prise de Constantinople, célébrée toujours aujourd'hui avec le faste que l'on sait par le président Erdogan et par ses supporters. Du côté des victoires chrétiennes, eh bien, celle de Constantinople, quand la ville, la capitale byzantine, la capitale de l'Empire d'Orient, a résisté aux premiers assauts musulmans. Ensuite, la victoire de Poitiers-Tours, nous dit l'auteur, Poitiers 732, bien connu. Charles Martel arrête l'invasion en Gaule, donc au sud de la Loire. Las Navas de Tolosa, en juillet 1212, la bataille tournante, en quelque sorte, de la Reconquista ibérique. Et enfin, l'échec des Turcs devant Vienne en 1683, point de départ, en quelque sorte, du repli, du reflux ottoman qui va faire de l'Empire du Grand Turc bientôt l'homme malade de l'Europe. Alors, Raymond Ibrahim aborde la question d'une manière assez originale. Il montre notamment que pour les chrétiens, les guerres qui les ont opposés aux musulmans ont été des guerres de reconquête, avec comme enjeu des terres anciennement chrétiennes qui ont été perdues au cours de l'expansion conduite par les cavaliers du prophète, alors que du côté musulman, la conquête, qui est une conquête d'abord militaire, a une vocation messianique visant à établir partout le règne du Dar al-Islam, après avoir vaincu évidemment toutes les résistances. Il y a une logique religieuse islamique à la conquête militaire, met en lumière Raymond Ibrahim, qui n'existe pas du côté chrétien, puisque ce n'est pas par la force militaire, au début en tout cas, que le christianisme a réussi à s'imposer. Et ce qui est intéressant dans cette approche historique, c'est que Raymond Ibrahim se situe tout à fait dans la perspective du choc des civilisations mis en lumière par Samuel Huntington, choc des civilisations dont on sait à quel point il a été dénié par un certain nombre d'intellectuels, voire d'hommes politiques. On sait ce que le triste Chirac en disait
on disait à l'époque, dans un aveuglement évidemment à peu près total. Et puis surtout, ce rappel historique, ces épisodes que remet en scène Raymond Ibrahim, eh bien, ils ont une tonalité particulière par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Ils nous montrent comment, à certaines périodes de notre histoire, en gros du 7e au 18e siècle, eh bien, l'islam a été une menace permanente sur le flanc sud de l'Europe, sur son flanc oriental aussi, à l'époque où les pays balkaniques ont gémi pendant plusieurs siècles sous la botte ottomane, à l'époque où la Hongrie, l'Europe centrale, était directement menacée par les troupes du sultan. Donc, un livre extrêmement précieux pour éclairer les situations que nous connaissons aujourd'hui. Car aujourd'hui, il faut bien le rappeler, cette histoire-là, elle est réduite la plupart du temps, dans le cadre de l'historiquement correct, à l'évocation des croisades, présentées comme une agression contre l'espace musulman, alors que les croisés entendaient simplement reconquérir Jérusalem, la ville sainte du christianisme, conquise par les musulmans au 7e siècle. Quand on n'évoque pas les croisades, et dans la conscience historique des musulmans et des islamistes d'aujourd'hui, les croisés, ça correspond à un adversaire très clairement désigné, assimilé aux occidentaux d'aujourd'hui. Et puis, ce que l'on évoque aussi dans ce conflit, la plupart du temps, c'est l'expansion coloniale, telle qu'elle s'est déroulée au XIXe siècle, en oubliant évidemment tout ce qui s'est passé avant, à une époque où c'était le monde occidental qui était sur la défensive. On fait également très largement l'impasse sur la notion de djihad, de guerre sainte, qui est un élément constitutif de l'expansion islamique dans l'histoire et puis de l'identité musulmane tout court, si l'on en croit les textes, si l'on se réfère aux textes du Coran et des hadiths. La guerre sainte, le djihad fait partie intégrante de la civilisation musulmane. Et d'ailleurs, la conscience historique des intéressés, des musulmans, reste extrêmement vivante sur ce terrain, là où, à l'inverse, eh bien, du côté occidental, il n'y a pas la perception d'un islam a priori hostile, a priori ennemi. Alors, Raymond Ibrahim évoque toutes ces questions avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup d'érudition. Et je l'ai dit, il va aux sources, c'est un philologue spécialiste de langue arabe, et cela nous amène évidemment à des éclairages tout à fait originaux, et surtout des éclairages qui sont généralement gardés sous silence, tenus sous silence par les tenants de l'historiquement correct. D'abord, Raymond Ibrahim retourne aux origines, à la prophétie de Mohammed au début du 7e siècle. Il explique très bien la distinction qui va s'établir entre le Dar al-Islam, le territoire de la paix, qui est acquis à la religion du prophète, et le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, où la guerre elle-même est un devoir pour le musulman. Et il explique comment, progressivement, au fil du temps, eh bien, l'Europe, l'Occident, se sont construits en négatif par rapport aux défis que représentait l'expansionnisme musulman. Je l'ai dit, il s'arrête sur plusieurs batailles essentielles, nous ne les évoquerons pas toutes, celle du Yarmouk en 635 en Syrie, et bataille du Yarmouk qui a fait l'objet de la thèse de Victor Davis Hanson, qui fait la préface d'ailleurs du livre de Raymond Ibrahim. Bataille essentielle évidemment parce que c'est la Syrie byzantine à ce moment-là qui tombe, et toute une partie de l'Orient, l'une des régions les plus riches, les plus dynamiques de l'époque. Cela précède de quelques années les victoires remportées contre l'Empire perse sassanide, ce qui va pousser l'islam pratiquement jusqu'aux marges
de l'Asie centrale. Vers l'ouest, il y aura la conquête de l'Égypte, la conquête de l'Espagne, après la bataille du Guadalete en 711, conquête extrêmement rapide du fait des divisions du royaume visigothique, du fait d'interventions successives de forces extérieures, les Byzantins, les Francs, finalement les envahisseurs arabo-berbères ont été perçus comme une vague d'invasion supplémentaire, sans que l'on mesure vraiment à l'époque le caractère religieux radical dont elle était porteuse. Et c'est le début de toute une histoire, celle d'une très longue résistance qui commence dans les Asturies à partir dès le 8e siècle, dès 722, la victoire de Covadonga marque le début de ce que l'on appellera plus tard la reconquête. Mais ces régions du nord-ouest de l'Espagne, montagneuses, forestières, n'attirent pas en priorité les musulmans. Ils veulent pousser au-delà des Pyrénées. On voit le comte Eudes défendre Toulouse en 719, puis ensuite d'autres razzias opérées en profondeur en Gaule. Et en 732, c'est le coup d'arrêt donné à Poitiers par Charles Martel. Le sud de la Gaule n'en reste pas moins menacé pendant encore longtemps. Il va être profondément ravagé, mais les fantassins austrasiens que conduit Charles Martel vont tout de même l'emporter contre les envahisseurs d'Abdelrahman. Alors, ce face-à-face à Poitiers, il correspond à une bataille bien réelle. On a voulu, au nom de la déconstruction jugée nécessaire de l'histoire de France, pour faire passer en quelque sorte le caractère multiculturel, incontournable de la France, on a voulu réduire à néant ou au strict minimum cet affrontement de Poitiers. Mais Raymond Ibrahim nous montre bien sa réalité, quelle place il tient dans les chroniques et dans les textes de l'époque, notamment chez Bède le Vénérable. L'affaire n'est pas terminée, d'ailleurs après Poitiers, les razzias poursuivront, il faudra d'autres victoires. En son temps, Bernard Lugan a montré ce qu'avait été la bataille de Martel, livrée peu après, nouvelle défaite des musulmans. Et la victoire de Poitiers va déboucher ensuite sur les succès de Pépin le Bref, qui va réussir à chasser d'Occitanie, qui va réussir à chasser du Languedoc les envahisseurs pour les repousser au-delà des Pyrénées. Et quelques décennies plus tard même, c'est un fils de Charlemagne, Louis d'Aquitaine, qui va aller s'emparer de Barcelone et constituer au sud des Pyrénées la marche d'Espagne qui sera appelée à devenir la Catalogne. Donc un coup d'arrêt donné au niveau de la Gaule, mais l'ennemi musulman est toujours présent sur la mer, sur la Méditerranée. Ibn Khaldoun plus tard dira qu'à cette époque-là, les chrétiens ne pouvaient même pas faire flotter une coque de noix sur la Méditerranée. Cette Méditerranée était entièrement aux mains des envahisseurs qui pouvaient lancer des raids en Provence contre le Latium, contre Rome, installer des bases comme la garde Freinet sur la côte du Var, d'où ils pouvaient lancer des raids jusque dans la vallée du Rhône, voire dans certains cas jusque dans les Alpes. En tout cas, cette histoire conflictuelle, elle est bien réelle, elle s'est inscrite tout au long de plusieurs siècles et il faudra une longue période pour que l'Occident reprenne l'initiative. Les choses vont commencer en Espagne avec les progrès de la Reconquête. Ensuite, on verra les Normands intervenir en Méditerranée occidentale et s'installant en Sicile et en Italie du Sud, reprendre le contrôle de cette région. Et ensuite, bien sûr, il y aura l'aventure des croisades d'Orient. Mais entre-temps, il y a une autre bataille qu'évoque Raymond Ibrahim, c'est Manzikert, donc quand
les Turcs vont s'en prendre à l'Empire byzantin et l'empereur Diogène va être battu à Manzikert en 1071 et c'est un moment tournant qui voit maintenant l'Empire byzantin sur la défensive. Ce n'était pas gagné d'avance puisque dans les décennies précédentes, la dynastie macédonienne avait entrepris une reconquête victorieuse déjà en Syrie et l'irruption des Turcs au Proche-Orient va en quelque sorte donner un coup d'arrêt à tout cela. Ce qu'il faut voir en effet à ce moment-là, c'est que l'expansion musulmane va bénéficier en quelque sorte d'un second souffle. Vers l'Est, c'est l'irruption des Turcs en Irak ou en Asie mineure qui change la donne, alors que l'élément arabe semble quelque peu épuisé. Les Arabes avaient été les premiers acteurs de l'expansion, maintenant ils passent au second plan. Et c'est un petit peu la même chose qui se produit du côté de l'Espagne, où du fait des progrès de la reconquête, eh bien, ce sont de nouveaux acteurs qui vont intervenir, à savoir les Almoravides, puis les Almohades venus du Maroc, et qui vont mettre la chrétienté ibérique sous pression pendant pratiquement 2 siècles. Il faudra attendre la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 pour que les choses tournent véritablement à l'avantage des chrétiens. La reconquête n'est pas encore terminée. Après 1212, les choses vont aller assez rapidement au cours du XIIIe siècle. Valence, Cordoue, Séville vont être reprises, mais le petit royaume nasride de Grenade va tenir la route encore jusqu'à la fin du XVe siècle. On le sait, c'est en 1492 que les rois catholiques vont réussir à s'emparer. Une victoire qui va être fêtée d'ailleurs dans l'Europe entière et qui prend une signification particulière puisqu'elle intervient une dizaine d'années après le sac d'Otrante, particulièrement sanglant, réalisé au sud de l'Italie par les Ottomans. Ces Ottomans, ce sont les nouveaux adversaires qui ont repris en quelque sorte l'étendard de l'islam. Ils vont connaître leur apogée au XVIe siècle, à l'époque de Soliman le Magnifique. À ce moment-là, l'Empire ottoman parvient pour un temps à s'imposer en Méditerranée. Il faudra la glorieuse résistance de Malte en 1565, il faudra la victoire de Lépante en 1571, pardon. Il faudra la victoire remportée ensuite devant Vienne en 1683 par les Autrichiens et puis par les Polonais pour que l'Empire ottoman entame enfin son reflux. Et cet Empire ottoman, il va être progressivement expulsé des Balkans du fait des insurrections nationales du XIXe siècle. Il va, avec la Première Guerre mondiale, s'effondrer complètement. L'homme malade de l'Europe va disparaître du paysage. On a le sentiment alors qu'un cycle s'est terminé, l'expansion coloniale aidant également en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Inde. Eh bien, un peu partout, l'islam paraît subjugué, paraît vaincu par une Europe qui, à la faveur de la puissance que lui confère la révolution industrielle, paraît en mesure de s'imposer durablement, définitivement. Or, les choses ne sont jamais aussi simples, il faut se replacer dans la longue durée, c'est tout le mérite du livre de Raymond Ibrahim de nous l'expliquer, surtout dans sa partie finale. Nous constatons depuis maintenant une quarantaine d'années, depuis la révolution islamique iranienne, depuis la résistance afghane à l'occupation soviétique survenue à peu près au même moment, nous constatons un réveil spectaculaire de l'islam, un revival tout à fait inattendu, alors que les régimes nationalistes arabes ou turcs qui s'étaient imposés cherchaient à imposer un ordre nouveau marginalisant en quelque sorte l'islam, eh bien, on assiste à un retour en force du religieux dans l'espace islamique qui redonne en fait toute son actualité à la confrontation que nous a décrite Raymond Ibrahim dans son livre. Donc, un ouvrage qu'il est très utile de lire et de méditer, un ouvrage de plus très agréable, très facile à lire, destiné au grand public, un
ouvrage très, très didactique, au meilleur sens du terme, hein. Je vous rappelle son titre, « L'épée et le cimeterre » par Raymond Ibrahim, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Tout le monde connaît le détroit de Bering, mais qui connaît vraiment l'histoire du navigateur et explorateur qui a donné son nom à ce passage entre l'Asie et l'Amérique? Il faut remonter au XVIIIe siècle à la cour de Pierre Ier de Russie, Pierre le Grand, pour commencer l'aventure de Vitus Bering. Le tsar de toutes les Russies œuvrait au développement de son empire et à sa modernisation. Pour cela, et entre autres projets, l'exploration des terres nouvelles vers l'Est pour fixer les limites de son empire était un de ses buts. Pierre le Grand veut faire cartographier les territoires et les mers entre les deux continents. Il pensait en effet qu'il existait un détroit ou un passage entre l'Amérique et l'Asie. Il va charger Bering de le trouver afin d'y établir sa souveraineté. Vitus Bering, comme son nom l'indique, n'est pas russe. Il fait partie du nombre d'officiers danois, norvégiens ou bien encore allemands qui vont constituer la base de la marine russe sous l'impulsion de Pierre Ier de Russie. Vitus Bering est né danois à Horsens en 1681 du deuxième mariage de son père. Sa famille est une famille plutôt modeste et contrairement à ses deux demi-frères, qui vont à l'université de Copenhague, Vitus choisit, lui, de s'engager dans la marine à 15 ans, par goût et par nécessité. Il se marie un peu plus tard à une Suédoise, Anna Christina Puls, dont il a 9 enfants, mais dont seulement 4 vont survivre. Vitus Bering a l'esprit d'aventure, mais cet esprit n'est pas doublé d'un caractère autoritaire. Les témoignages des officiers ou des scientifiques qui l'ont côtoyé sont unanimes sur la bonté et le caractère affable du navigateur. Georg Steller, un naturaliste et médecin allemand qui va l'accompagner dans sa seconde expédition, écrit par exemple à son sujet: Bering était un vrai et honnête chrétien, bon, noble, sans arrogance dans sa conduite et universellement aimé. La seule faute dont il peut être accusé est sa trop grande bonté, qui est souvent aussi dommageable que la violence et la mauvaise conduite de ses subordonnés. Vitus Bering, donc, durant sa carrière, va rentrer au service de la Compagnie des Indes orientales, puis à son retour, il rencontre l'un de ses compatriotes, l'amiral Gruys, qui sert désormais Pierre le Grand et qui organise pour lui la nouvelle flotte russe. Gruys préfère s'entourer de marins danois et demande à Vitus Bering de le rejoindre. Après diverses expéditions dans la Baltique, l'Arctique et même la mer Noire entre 1705 et 1721 au service de la Russie, Bering, dépité, démissionne après une histoire d'avancement refusée en 1724 et il se retire à la frontière finlandaise dans sa propriété de Viborg. C'est là que le grand amiral russe Apraxine vient le chercher sur ordre de Pierre le Grand et qui va mourir peu après, mais en ayant laissé comme instruction à Bering: vous allez au Kamchatka ou quelque part d'autre et 2 bateaux pontés doivent être construits. Avec ceci, vous naviguerez vers le nord le long de la côte et comme le bout de cette côte n'est pas connu, il s'agit sans doute de l'Amérique. 3e instruction. Pour cette raison, vous devez établir où commence la côte américaine et atteindre une des colonies européennes et lorsque vous rencontrerez des navires européens, vous leur demanderez comment l'on nomme cette côte. Notez-le, débarquez, obtenez des renseignements précis, puis après avoir fait le relevé de la côte, revenez. Voilà des instructions claires qui ont l'air assez simples, mais il faudra finalement 2 expéditions à Bering pour les réaliser, et ce, encore une fois, bien après la mort de Pierre le Grand, qui va s'éteindre à Saint-Pétersbourg le 8 février 1725, et le tsar ne verra pas le résultat des expéditions. À cette époque, en effet, tout l'est de l'Empire russe est extrêmement peu connu. La Sibérie est à peine explorée, même si les Cosaques ont pénétré bien en avant. Quant au Kamtchatka, c'est une terra incognita. Vitus, pour préparer son expédition, va rassembler tous les renseignements les informations qu'il peut trouver. Il va avoir quelques cartes sommaires. Et puis, bientôt, en 1725, la première expédition va partir.
Vitus est accompagné d'une cinquantaine d'hommes, des forgerons, des charpentiers, des soldats et des marins. Et il est entouré également d'officiers. Les lieutenants Spanberg, Chirikov, Chaplin, Bering. Et Bering va alors traverser la Sibérie jusqu'à l'océan Pacifique. Ils vont mettre 2 ans pour faire 6000 kilomètres, arriver jusqu'à ce fameux océan Pacifique. Le voyage a été d'une difficulté inouïe, entre le froid qui descend jusqu'à -40, l'absence des voies de communication viables, les marées, la toundra, les tempêtes de neige. Ils vont d'abord faire 1800 km jusqu'à Tobolsk, capitale de la Sibérie, puis 3000 jusqu'à Yakoutsk, vers l'est, et encore 1000 km pour atteindre Okhotsk et son petit port, qui n'est qu'un misérable village de 11 maisons dans une région quasiment inconnue et tout à fait sauvage. Tout ce chemin a été fait, non seulement par voie terrestre, mais également par voie fluviale, sur des radeaux et des péniches qui vont être construits sur place. Bering écrit dans son compte-rendu officiel à propos des conditions climatiques et des tempêtes de neige: si une personne se trouve prise dans un endroit découvert sans avoir eu le temps de se construire un abri, elle est en danger d'être enterrée vivante par la neige et de mourir de froid. Ou encore, après que Spanberg, l'un de ses officiers et ses hommes qui étaient partis explorer dans une autre direction, se perdent dans les marais de Yudoma, il les retrouve et il les raconte. Les courroies de... Peu après, suivant les instructions du tsar, Bering s'embarque de Okhotsk pour la péninsule Kamtchatka. À travers cette péninsule, il fait encore 1000 km dans des conditions inhumaines. Puis, enfin, en 1728, il s'embarque à bord du navire Saint-Gabriel qu'il a fait construire en 3 mâts pour se diriger vers le nord. Il va atteindre l'île Saint-Laurent, qui est au large de l'Alaska. Il la baptise d'ailleurs ainsi du nom du Saint du jour, quand il la découvre. Mais le brouillard est tel que les explorateurs ne voient pas la côte américaine. Ils en sont pourtant tout proches. Pourtant, Bering ne veut pas mettre davantage son équipage en danger. Avec un bateau, encore une fois, qui est en mauvais état. Il a été construit avec du bois de pas très bonne qualité. Le matériel qui est arrivé de Saint-Pétersbourg, les gréements ont été abîmés. Donc vraiment, le bateau n'est pas un bateau solide. Il sait que le bateau ne résistera pas à l'hiver. Donc il décide de faire demi-tour, considérant que sa mission d'exploration est accomplie. Il va en tout cas conclure que les 2 continents ne sont pas reliés. Alors, il faut dire quand même que Bering n'est pas le premier à croiser dans ce détroit, qui va porter un jour son nom. Car en 1648, ce sont 2 Russes, Djetnev et Popov, qui l'avaient découvert et traversé. Mais ils ont été un peu oubliés par l'histoire. Donc, Bering, même s'il n'atteint pas le continent américain, il va revenir néanmoins avec une foule d'informations scientifiques. Évidemment, des informations sur la faune, des informations sur la flore, sur la géologie, la géographie, et avec surtout un relevé des côtes sibériennes et du Kamtchatka. Quand il rentre à Saint-Pétersbourg, le 1er mars 1730, Bering va trouver une situation politique nouvelle, parce que ça bouge beaucoup sur le trône de Russie, puisque c'est Anna Ivanovna, la nièce de Pierre Ier, qui vient de monter sur le trône. C'est une bonne chose pour Bering, qui a envie de repartir, car les anciens collaborateurs de Pierre le Grand sont rentrés en grâce et sont très enthousiastes à l'idée d'une seconde expédition, et dont le projet est déposé par l'explorateur dès son retour. Il s'agit de la Grande Expédition du Nord, dont c'est le 280e anniversaire cette année. Bering, cette expédition, l'aurait voulu modeste, mais chaque ministère, en apprenant qu'une expédition est en train d'être montée, va rajouter des objectifs supplémentaires à Bering, des objectifs ethnologiques, politiques, géographiques, éducatifs, militaires, scientifiques de toutes sortes. La tâche va être immense. Le projet, Bering le sait, trop ambitieux, mais il l'accepte parce qu'il n'a pas, malgré ses réserves, parce qu'il n'a pas le choix s'il veut poursuivre son projet d'exploration des côtes du continent américain et accomplir ainsi les vœux de Pierre le Grand. Donc, dès 1733, les premiers hommes de l'expédition vont quitter Saint-Pétersbourg avec 2 officiers qui avaient déjà participé à la première expédition, Spanberg et Chirikov. Il y a en tout 8 lieutenants, 16 quartiers-maîtres, 12 médecins, 7 prêtres et près de 600 ouvriers, artisans divers, soldats et marins, et également une quarantaine de savants et leurs collaborateurs. En fait, c'est en tout 1 millier de personnes qui se lancent dans l'aventure.
Alors, au bout de 4 ans, en 1737, encombrée d'un matériel souvent inutile, l'expédition arrive encore à Okhotsk. Vous rappelez-vous ce petit port de la première expédition sur le Pacifique. Là, Bering fait construire 2 bateaux, le Saint-Paul et le Saint-Pierre, qui sont longs de 80 pieds et larges de 22 pieds, armés chacun de 14 canons légers. L'un des scientifiques, une fois dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, un jeune naturaliste et médecin allemand nommé Georg Steller, qui a rendu, encore une fois, qui nous a donné un compte-rendu passionnant de l'expédition, va apprendre par un peuple de chasseurs-pêcheurs, les Itelmen, qu'une grosse masse de terre s'étend au-delà du détroit. Steller va alors essayer de convaincre Bering de se diriger vers le nord-est, mais celui-ci décide de suivre les ordres qu'il a reçus à Saint-Pétersbourg. Avec ses officiers, il aurait bien voulu lui aussi effectivement aller vers le nord, mais à Saint-Pétersbourg, on leur a ordonné de naviguer d'abord vers le sud-est et ensuite de remonter au nord. Encore une fois, contre leurs convictions profondes, ils vont respecter ces ordres et cela va évidemment nuire à l'expédition. Plus les expéditions sont longues, plus la navigation est longue, plus les difficultés s'accumulent, il y a des problèmes de ravitaillement, des problèmes de maladie, et c'est ce qui va se produire pour cette deuxième expédition de Bering. S'il avait pris au nord-est, il aurait trouvé tout de suite les côtes de l'Alaska, et évidemment, ce détour, encore une fois, va coûter la vie à de nombreux membres de l'expédition. Le 4 juin 1741, après un service religieux, Vitus Bering prend le commandement du Saint-Pierre et le lieutenant Tchirikov celui du Saint-Paul, avec chacun 76 hommes à bord. Ils avaient aussi respectivement des provisions pour 5 mois et demi, du bois, 100 petits fûts d'eau, 2 bateaux à rames et chacun un savant. Steller sur le Saint-Pierre et Lacroyeur, un astronome français, sur le Saint-Paul. Ils vont d'abord naviguer de concert vers le sud, sur plusieurs milles. Ils remontent à un moment donné vers le nord-est, comme ils suivent encore une fois les instructions qui leur ont été données. Mais le 20 juin, une tempête se déchaîne, doublée d'un épais brouillard. Les 2 bateaux sont séparés. Ils ne reviendront pas ensemble. Le bateau du lieutenant Tchirikov, le Saint-Pierre, va chercher pourtant le bateau de Bering, mais sans succès. Bon, certaines personnes disent qu'en fait, il n'a pas vraiment voulu le retrouver parce qu'il voulait prendre son indépendance et il voulait, lui, justement, remonter vers le nord. Enfin, le bateau de Tchirikov se retrouve seul. Il va continuer sa route vers l'est et puis il va tenter d'aborder l'île du Prince de Galles le 15 juillet 1741 sur la côte ouest du Canada. Mais les 2 barques qu'il envoie, avec 14 hommes, d'abord 10 puis 4, en tout, ces 2 barques ne reviennent pas. Ils n'entendent aucun bruit, elles ont disparu dans un silence total. Alors le commandant décide de ne pas réenvoyer une autre barque, il se contente d'une exploration de loin et il écrit « Nous avons vu de très hautes montagnes, leur sommet couvert de neige, la partie basse de leur pente couverte de ce qui nous a paru être des arbres. Nous avons pensé que c'était l'Amérique du Nord. » Et ils pensaient bien, mais ils ne vont pas encore une fois débarquer et ils vont bientôt manquer d'eau potable. C'est pour ça que Tchirikov décide de rentrer. Lui et ses 55 hommes survivants vont arriver le 12 octobre 1741 à Petropavlovsk, dans la baie d'Avatscha, sur cette côte est du Kamtchatka, dont ils sont partis quelques mois plus tôt. Ce petit port, d'ailleurs, Petropavlovsk, c'est touchant parce qu'il a été construit par Bering 1 an plus tôt. Il a construit un fortin, il a construit une église, il a aménagé un ponton et il a baptisé cette ville Petropavlovsk en l'honneur de Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais en tout cas, au moment où Tchirikov arrive, nous n'avons aucune nouvelle de Bering et du Saint-Paul. Le navire, justement, de Vitus Bering est dans un bien mauvais état. Il est arrivé après la tempête au niveau du mont Saint-Élie, à la frontière de l'Alaska et du Canada. Ils vont apercevoir le mont Saint-Élie à plusieurs milles. Il fait 5488 mètres. Georg Steller écrit « Je ne me souviens pas d'avoir vu dans toute la Sibérie ou le Kamtchatka une montagne aussi haute. » Ensuite, le navire va suivre la côte jusqu'à l'île Kayat, sur la côte ouest de l'Alaska toujours. Là, Steller va obtenir de Bering, pas très enthousiaste, la permission de descendre. Enfin, c'est un scientifique, il a quand même envie d'aller explorer les terres. Il devient alors le premier Européen à fouler le territoire de l'Alaska, mais surtout à en revenir pour le raconter.
Il déclare qu'il a trouvé des traces de présence humaine avec une hutte indigène et du poisson séché, des outils, un feu qui a été fait il n'y a pas beaucoup de temps. Donc il va prendre quelques outils et les échanger contre des objets que lui-même a apportés, et il va revenir avec un nombre important de plantes et avec des oiseaux inconnus. Cela ne l'empêche pas d'être furieux contre Bering, qui, à son goût, est reparti trop vite. Il écrit encore: pendant 10 ans, Bering s'était équipé pour cette grande entreprise. Les explorations durèrent 10 heures. Bering a en effet le souci de ses hommes. Il sait qu'il lui reste seulement 3 mois de provisions et il ne veut pas prendre de risques. Il n'a pas les moyens d'hiverner dans ces parages. D'autre part, on lui a ordonné de faire des relevés, de prendre contact s'il n'y a pas de population. Il trouve que l'exploration est en plus, donc il préfère, il commence à penser à rentrer. Le Saint-Pierre va pourtant poursuivre sa route, mais bientôt, le scorbut, terreur des marins, commence à frapper l'équipage à partir du mois d'août. Le navire est au niveau de l'archipel des Kodiak, en Alaska toujours. Puis on aborde sur les îles Shumagin, qui sont désolées, hostiles et qui vont être baptisées ainsi du nom d'un marin qui meurt peu avant que le bateau croise sur ses côtes. Bering lui-même tombe malade. Il va donner le commandement au premier officier Sven Larsson Waxel. Il lui donne l'ordre de retourner le plus directement possible au Kamtchatka afin de sauver le plus d'hommes possible. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Les coups de vent se succèdent jusqu'à une tempête qui fait presque couler le bateau. L'équipage est tellement affaibli qu'il ne peut même plus manier les voiles. Il ne peut plus diriger correctement le bateau. À la fin du mois de novembre 1741, le bateau fait halte à 175 km, c'est pas beaucoup, à 175 km à l'est du Kamtchatka, sur les îles du Commandeur. Le territoire est pourtant tout à fait inhospitalier, mais il y a de l'eau et des animaux, l'on peut chasser. L'équipage refuse alors d'aller plus loin. Il est décidé que l'on va hiverner sur ces îles. Les hommes construisent des abris quand une autre tempête achève le Saint-Pierre, qui est jeté à la côte après que sa chaîne s'est brisée. Vitus Bering, après quelques semaines, meurt d'épuisant dans des conditions épouvantables en décembre 1741. Georg Steller écrira qu'il est mort de faim, de froid, de soif, de la vermine et de chagrin, plus que malade. Il est enterré sur une colline de l'île et une croix est érigée qui porte l'inscription « Nous avons édifié ceci en souvenir du capitaine commandeur et en signe de notre prise de possession de cette terre pour l'Empire russe ». En 1991, les restes de Bering et de certains marins vont être retrouvés, autopsiés, et les restes de Bering l'autopsie des restes de Bering vont corroborer la thèse de Steller qui montre que Bering n'est pas mort du scorbut, il est bien mort d'épuisement. Il est enterré donc après sous une nouvelle et plus belle sépulture que l'on peut encore voir sur l'île, et cette île porte évidemment désormais son nom. Les survivants construisent alors un petit bateau de 12 mètres où ils s'entassent pour arriver le 6 septembre 1742 dans le port de Petropavlovsk, où plus personne ne les attendait. On les pensait évidemment perdus corps et biens. 46 hommes ont seulement survécu à cet enfer. Élisabeth Ier de Russie, la nouvelle impératrice, ordonne que les découvertes de la grande expédition du Nord restent en partie secrètes afin de ne pas tomber, soi-disant, dans des mains étrangères. Et surtout, elle ordonne qu'aucun participant non russe ne soit reconnu et fêté comme ayant participé à cette extraordinaire expédition. Seul Tchirikov en eut les honneurs et fut pour l'impératrice le découvreur de l'Alaska. Le pauvre Tchirikov n'en profita pas longtemps car le corps affaibli, il mourut d'une attaque quelque temps plus tard. Mais finalement, longtemps oublié, l'histoire et la géographie ont rendu hommage à Vitus Bering, puisque désormais, une île, une mer, un glacier et surtout un détroit portent son nom.